La TVT au cœur de l'information. Dans l'actualité ce samedi, la 6e réunion des ministres en charge de la sécurité des frontières du Conseil de l'Entente, rencontre tenue à Lomé ce jour. Les travaux ont porté sur la prévention de l'extrémisme violent dans l'espace Entente, dynamique d'appropriation pour les États membres et perspectives. Les différents examens de fin d'année sont aux portes des apprenants. L'heure est au dernier réglage. Comment s'organisent élèves et enseignants pour que l'année scolaire soit couronnée de succès? Les éléments de réponse dans ce journal. Et puis, nous allons nous intéresser également dans cette édition aux fresques, une créativité artistique qui séduit plus d'un, mais qui transmet au-delà des messages importants sur les peuples. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo accueille ce jour la 6e réunion des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente. Cette rencontre est placée sous le thème « Prévention de l'extrémisme violent dans l'espace Entente, dynamique d'appropriation par les États membres et perspectives ». C'est pour préparer la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Tchazina Mbaga nous en dit un peu plus. L'enjeu principal de cette 6e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières est de prévenir l'extrémisme violent dans les États membres du Conseil de l'Entente. 3 sujets phares ont meublé les assises. La recherche des synergies possibles entre les interventions du Conseil de l'Entente et de celles de l'initiative d'Accra, l'examen du niveau d'appropriation de la prévention de l'extrémisme violent dans les États membres et les perspectives. À l'issue des travaux, des recommandations ont été adressées au secrétariat exécutif du Conseil. Les ministres se sont félicités de la démarche du Conseil de l'Entente d'engager ces discussions exploratoires avec l'initiative d'Accra. Ils ont recommandé au secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente de poursuivre le dialogue avec le secrétariat technique de l'initiative d'Accra sur les voies et moyens d'établir les synergies, y compris par la mise en place d'un cadre d'échange et de concertation. Faisant le constat de la recrudescence des attaques terroristes, de la résilience des groupes extrémistes et de leur expansion progressive du Sahel vers les côtes du Golfe de Guinée, les ministres ont recommandé aux États membres la combinaison des actions préventives et répressives contre l'extrémisme violent. Les ministres se sont réjouis de l'adoption du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente, PROJFTCE, qui s'inscrit dans l'approche holistique de lutte contre l'extrémisme violent en prenant en compte plusieurs causes du phénomène. Ils ont recommandé au secrétariat exécutif la mobilisation rapide de ressources pour le financement des actions du programme. La réunion annuelle des ministres a décidé de soumettre le projet de convention portant sur le mécanisme entente de renseignement MER et le projet de directive communautaire sur la prévention de l'extrémisme violent à l'approbation de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au-delà des recommandations, les assises ont été un cadre d'échange fructueux sur des questions sécuritaires en vue de capitaliser les bonnes pratiques. La réunion de cet après-midi a une particularité. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a invité le secrétaire exécutif de l'initiative d'Accra. Nous avons constaté que les 2 organisations se complètent. L'initiative d'Accra, où on met l'accent sur les opérations conjointes aux frontières entre les pays qui composent cette initiative, et le Conseil de l'Entente aussi, qui depuis un moment essaie d'encourager nos États à partager les informations sécuritaires, à partager les expériences de la gestion des frontières. Aujourd'hui, il est très important pour nous de nous retrouver de temps en temps, voir qu'est-ce que le voisin fait de mieux
de particulier avec cette rencontre? Je crois que les ministres repartent avec l'idée des uns et des autres pour améliorer tant soit peu ce que chacun fait chez lui pour assurer la protection de nos populations. La 6e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente a adressé une note de satisfaction générale au président de la République, Faure Essaosamna Gnassingbé, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et l'ensemble des dispositions prises pour faciliter la bonne tenue des présentes assises. Et pour justement mener une lutte efficace contre le terrorisme, il faut couper le mal à la racine. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un défi de taille pour les pays membres du GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, qui veulent unir leurs forces pour y parvenir. Antoinette Omaro, Vauvor. Elles sont fortement impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les économies des États de l'espace CEDEAO enregistrent déjà une régression de 5,6% de leur PIB. Une enveloppe de 6,4 milliards de francs CFA semble nécessaire pour faire face à la crise et surtout relever ces économies. Le comité ministériel du GIABA pense les actions à mener pour contribuer à relever ce défi de l'heure à sa 23e réunion. Le GIABA joue un rôle essentiel pour fournir et mettre en place les bases de bonne gouvernance. Les crimes économiques et financiers se manifestent de plusieurs manières. Et l'objectif des criminels qui sont dans ces activités criminelles, c'est de pouvoir cacher les richesses qu'ils ont eu à acquérir et les utiliser sans que les sources ne soient décelées. Je m'avais invité chacun de nous que nous puissions nous engager résolument pour faire avancer la cause du GIABA à fournir toutes les ressources nécessaires pour que le GIABA puisse exécuter son mandat. Les rapports d'évaluation mutuelle des États membres, en particulier ceux du Bénin, seront donc analysés afin de corriger les faiblesses relevées par le renforcement de l'arsenal juridique déjà existant. Lorsque l'instance décisionnelle du comité ministériel aura pris sa décision, il y a une petite période au cours de laquelle le réseau mondial constitué du GAFI et ses membres ainsi que les autres organismes régionaux de type GAFI vont analyser ce rapport d'évaluation mutuelle pour s'assurer de la cohérence et de la qualité conformément à la méthodologie émise. Et ce n'est qu'après cette étape de la vérification de la qualité et de la cohérence que le rapport d'évaluation mutuelle sera publié aussi bien sur le site du GIABA que sur celui du GAFI. L'environnement sécuritaire de la sous-région est de plus en plus empoisonné par le terrorisme. Il est financé par la criminalité financière. Le Togo met les bouchées doubles à travers une stratégie bien définie pour lutter contre le phénomène. Depuis 2015, le Togo a profondément remanié son arsenal juridique et institutionnel à travers, entre autres, l'adoption d'un nouveau code pénal, la création de la haute autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, l'adoption de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l'adoption d'un nouveau code des investissements. En outre, le Togo a inscrit la promotion de la bonne gouvernance publique et la réduction des flux financiers illicites comme l'un des principes directeurs de la mise en œuvre de sa politique de développement dans le cadre du Plan national de développement PND 2018-2022 et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Pour réussir, cette lutte contre le blanchiment doit prendre en compte les spécificités de nos économies où des flux importants d'argent circulent à travers des circuits informels. Et c'est dans ce sens que le gouvernement togolais considère que la digitalisation totale de l'économie, couplée avec une formalisation accrue des acteurs économiques, est un levier important pour atteindre nos résultats.
Il est clair qu'il faut une synergie d'action pour gagner ce pari. Un pari qui appelle à une lutte efficace contre les crimes organisés, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'appui des partenaires financiers est fortement sollicité. Pour mener à bien l'implémentation de la feuille de route gouvernementale, les autorités comptent renforcer les capacités de l'administration togolaise. C'est dans ce sens que le chef de l'État a lancé le programme de formation d'excellence pour les jeunes togolais. Plus d'informations avec la ministre Ablam Johnson. Le programme présidentiel d'excellence a été lancé par le gouvernement en juillet 2019 sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Issazina Gnassingbé. Il a pour objectif de renforcer les capacités de l'administration togolaise en y apportant des talents émergents. Jeunes Togolais, ce programme est une double opportunité pour vous. Double opportunité en ce sens qu'il vous permettra non seulement de bénéficier d'une formation d'excellence avec des experts nationaux et internationaux, mais aussi de participer à la construction du Togo de demain. Et enfin, naturellement, de contribuer à l'implémentation de la feuille de route gouvernementale. Il vous permettra d'acquérir en sus des connaissances académiques déjà acquises, des compétences d'excellence, des compétences de haut niveau. Jeunes Togolais, votre participation à ce programme est gratuite et la sélection est totalement transparente et indépendante. Pour cette année 2021, chers jeunes, le programme est ouvert à deux catégories. Le premier programme, que nous appelons programme Master, est ouvert aux étudiants de Master 1 ou 2 des universités de Lomé, de Kara et de Lukao, âgés de moins de 28 ans. Le second programme, que nous appelons programme Jeunes Diplômés, est ouvert aux étudiants en Master 1 ou en Master 2 d'une université du Togo, publique ou privée, âgés de 30 ans au maximum. Et qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. Réussir son examen exige tout simplement une bonne préparation, examen que tous les apprenants aimeraient réussir. Très bientôt, l'année scolaire prendra fin. Alors, comment s'organisent élèves et enseignants pour conclure en toute beauté l'année? Jeanne Bamazé et Yasmine Kodia ont fait le tour de certaines écoles. Regardez. Les enfants qui vont à l'examen, comment nous pouvons les aider? C'est un lève-tôt que nous avons rencontré ici ce matin au collège Béatrice Pascal. À l'ordre du jour de cette réunion, les préparatifs des examens de fin d'année. Déjà, à 7 heures, tous les professeurs sont là et le travail commence. Tout se fasse dans de bonnes conditions et en ordre. Donc c'est pour ça qu'on est toujours obligé d'être là. Au lieu de commencer le travail à 7 heures, nous on est déjà là à 6h35 pour voir la rentrée des élèves. Assiduité, concentration, sérieux dans le travail, les valeurs demandées aux élèves à l'approche des examens. J'apprenais beaucoup mes leçons d'SVT. La dernière fois, j'avais eu 10, mais cette fois, j'avais eu 15 de moyenne. Pour organiser le groupe, j'ai dû prendre les meilleurs de la classe, ceux qui étaient forts en toutes les matières. Comme ça, ceux qui avaient besoin d'aide en classe, qui ne comprenaient pas, pouvaient venir au cours le soir et pouvaient comprendre mieux. Dans le groupe, je suis forte dans les leçons et puis en sciences physiques. Mais c'est seulement les mathématiques que je ne suis pas trop forte dedans. Je fais des exercices à chaque fois pour me rattraper dans les matières où je ne suis pas forte. Par exemple, la mathématique. Les professeurs sont à pied d'œuvre pour leur donner l'encadrement nécessaire. Ceci pour les amener à être au parfum de leurs difficultés et à réussir mieux les examens. Nous sommes en train de finir le programme. Il nous reste au moins 1 ou 2 chapitres à faire. Donc d'ici 1 ou 2 semaines, on va terminer totalement le programme. En matière de révision,
nous allons reprendre les chapitres depuis le début. Et nous allons faire des questionnaires. À partir de ces questionnaires-là, nous allons essayer de les raviver afin qu'ils puissent se souvenir des anciennes leçons. Nous avons demandé à chaque professeur de faire des interrogations et à partir des interrogations, des devoirs, de faire des révisions avec les enfants. Pour l'heure, maintenir un état d'esprit favorable pour affronter les épreuves et obtenir de meilleurs résultats aux différents examens reste la préoccupation première des responsables. Dans les salles de classe ou dans les cours, les apprenants échangent entre eux. Ils partagent des inquiétudes diverses sur la compréhension de certaines matières. Ici, l'heure est à la multiplication et à la compilation des épreuves des examens antérieurs. Outre ces directives des encadreurs, l'accompagnement des parents ou tuteurs reste un atout dans les préparatifs et la réussite des apprenants selon le fondateur, une réalité à prendre en compte. 90% des cours sont déjà dispensés et les examens, c'est en juillet prochain. L'actualité, c'est aussi la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Togo. Les personnes ayant reçu la première dose sont concernées. Le personnel de santé des savanes n'a pas dérogé à la règle. Il s'est fait également administrer la deuxième dose. Reportage Gérard Lagoudou, notre correspondant sur place. Nous sommes à la pédiatrie de Dapaon. Cette vague du personnel de la santé est programmée sur 7h30 pour l'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Et dans le strict respect des mesures barrières, on se met en rang. Yogoubé s'est soumise à l'exercice. Je me sens très bien, ça va. Les gens sont là en train de dire sur les réseaux sociaux que telle chose, mais pour nous, il n'y a rien à craindre. C'est une vaccination tout comme les autres. Quant à Théopia, c'est une fierté. On s'en félicite. Je me sens très fier de recevoir ma deuxième dose. Et je suis très content. Et je remercie l'effort du gouvernement pour cette initiative. C'est pour mon bien et c'est pour le bien de mon entourage. Se protéger contre cette maladie. Le personnel de la santé compte se convaincre davantage pour atteindre une immunité collective pour les renforcer. Je les encourage de venir prendre leur vaccin pour le bien de tout le monde, pour leur bien, pour le bien des autres. Bientôt, c'est la population qui va venir. On va les sensibiliser puisqu'il y a des gens qui sont toujours réticents. La campagne vaccinale du personnel de la santé prend fin cette semaine et ce sera le tour des autres couches d'âge ciblées pour cette vaccination. Et à propos toujours du Covid-19, voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour, samedi 22 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 363, 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 12 222, 80 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1016 et le nombre de décès est de 125. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. La nouvelle saison cotonnière au Togo se prépare chaque année avant qu'elle ne s'ouvre. Les différents acteurs de la filière se retrouvent pour une concertation en vue de faire le bilan de la campagne écoulée et prendre des dispositions pour celle à venir. Cette année, au lieu d'une seule réunion, il y en aura plusieurs. Elles seront organisées dans toutes les régions. L'étape de Kara avec notre correspondant Nestor Moussou. La campagne cotonnière 2020-2021 au Togo a été désastreuse. Seulement 66 000 tonnes de coton graines ont été récoltées, contre 117 000 tonnes pour la saison 2019-2020, soit une chute de près de la moitié. Cette baisse a impacté sérieusement le monde rural et le pays entier. Les acteurs de la filière n'ont pas cédé au découragement. Ils vont entreprendre une nouvelle campagne.
Comme chaque année, ils se concertent d'abord avant le début des travaux champêtres. Pour la campagne 2021-2022, la concertation se fait au niveau de chaque région. Ici, ce sont les autorités et les cotonculteurs de la CARA qui se sont retrouvés autour des représentants de la Fédération nationale des producteurs du coton, FNGPC, et les responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. La question « Qu'est-ce qui n'a pas marché la saison dernière ?» a été largement abordée. La campagne passée a été tellement critique par la mauvaise qualité des intrants et aussi la mauvaise pluviométrie, la sécheresse. Donc cette année, nous avons voulu aller dans chaque région pour atteindre tous les acteurs, pour qu'ensemble on puisse échanger, voir comment relever le défi. Nous avons signé le 28 octobre passé le contrat avec la société Olam d'atteindre d'ici 5 ans 225 000 tonnes et nous avons réparti déjà les superficies à emblaver par les unions régionales jusqu'aux unions préfectorales et jusqu'à la base. Avec l'entrée d'un nouvel actionnaire stratégique au sein de la NSCT, le groupe Olam, les plus hautes autorités du pays traduisent leur volonté de faire du coton le pilier du développement du monde rural. La FNGPC se réjouit des actions prises par la NSCT pour la campagne 2021-2022. Je pense que la collaboration va de bon sens parce qu'ils nous ont déjà fait la mise en place des intrants de qualité. Les semences sont meilleures par rapport à la campagne passée. Et il y a aussi les produits. Ils nous accompagnent dans beaucoup de choses. Donc, il y a aussi l'encadrement qui serait revu. Et le ratio qui était faible, ils sont en train de recruter des ATC pour que, à chaque instant, ils soient à nos côtés pour pouvoir nous accompagner. Toutes les conditions sont réunies. Seulement, nous prions le bon Dieu de nous accompagner par une bonne pluviométrie. Le préfet de la COSA a adressé ses vœux de réussite à la NSCT et aux producteurs pour la nouvelle campagne. Avec les réformes entreprises, le colonel Badjiba Bakali dit avoir l'espoir que les acteurs parviendront au miracle cotonnier togolais. Hausse des prix des céréales sur le marché, rumeur ou réalité, une de nos équipes s'est rendue sur place pour en savoir plus. Chose vue et entendue, Solange Amandé. Un reportage présenté par Sonia Amenipo. Un après-midi de vendredi soir au marché de Bonsimé. Bernard est ici pour faire ses emplettes. Il ne se doute de rien, mais une surprise l'attend. Bernard crie à la spéculation. Je viens de payer le maïs à 700 francs. Je vois que c'est un peu cher par rapport à avant. Avant, on payait le maïs à 450, à 500, 600. Maintenant, ça monte de jour en jour. Le prix du bol de maïs a augmenté en l'espace de quelques semaines. Idem pour les autres céréales, soit une augmentation de 111,05% du taux moyen d'accroissement selon un économiste. Avant, le sac était à 12 000 francs, voire 15 000. Aujourd'hui, le sac est à 38 000 et le sorgho est à 900 francs le bol et son sac est à 60 000 francs. 900 le 100 000, 60 000. Avant, à cette période, nous achetions le maïs à 500 francs, voire 650. Mais à l'heure actuelle, le maïs est à 700. La cause est que les gens viennent des pays voisins pour s'en procurer. Du marché, nous voici à la direction de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. C'est pour comprendre cette flambée des prix sur le marché. On a constaté une légère hausse de ces prix sur l'ensemble du territoire national. Si vous prenez le cas du maïs, le prix varie entre 500, 525 et 550. On a constaté une hausse, mais c'est une hausse stable. Le seul point de préoccupation, c'est dans la région maritime, où on a constaté effectivement une légère hausse aussi des prix autour du maïs. Sur ces 2 dernières semaines, les prix que nous avons relevés sur l'ensemble des marchés de la région maritime concernant le maïs tournent autour de 700. Nous avons connu, je dirais même un bon démarrage des pluies, mais ces 2 dernières
semaines ont été marquées par un arrêt de ces pluies sur l'ensemble du territoire national. Si d'aventure un certain seuil venait à être franchi, nous pourrons, sous les instructions du gouvernement, sortir les stocks. Face à cette situation, comment ANSAT compte soulager le panier de la ménagère? Rassurer l'ensemble des consommateurs togolais que le gouvernement maîtrise les facteurs qui peuvent susciter ou créer une flambée des prix pour cette campagne, pour cette année. Nous nous projetons pour l'année prochaine et ça, nous allons très vite rentrer en discussion avec les paysans pour voir le niveau de production attendu de façon à ce que cette campagne d'achat que nous allons lancer puisse continuer jusqu'à la nouvelle récolte pour renforcer davantage les stocks de sécurité que nous avons déjà dans nos magasins. Jusqu'à ce mardi 18 mai 2021, ANSAT dispose encore de plus de 6 000 tonnes de stocks de céréales dans ses magasins, notamment du maïs, du sorgho, du mil et du riz blanc, de quoi assurer la sécurité alimentaire des Togolais. Reportage donc présenté par Eliagba Nyadao. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a rencontré les élus locaux, préfets et députés de la région centrale. Une rencontre d'échange dans l'objectif de définir les bases de collaboration entre l'administration forestière et les collectivités locales. Et il est question de travailler ensemble pour une meilleure couverture végétale au Togo. Désiré Aloy. La couverture forestière au Togo est estimée à 24,24%, un bien commun qui au fil du temps subit une dégradation pour cause de la déforestation, un phénomène qui prend de l'ampleur dans toutes les localités du pays. L'entretien des plans mis en terre est généralement mal suivi. Il faut renverser la tendance et le gouvernement togolais s'y engage activement. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières est sur le terrain pour faire d'une part l'état de lieu des forêts au Togo et d'autre part échanger avec les élus locaux, préfets et députés sur leur implication dans la gestion durable des ressources forestières. Il est à l'étape de la région centrale. Que chaque maire tienne compte de la politique de reboisement intensif dans son plan de développement communal et à créer dans sa commune une forêt communale, voire des forêts au niveau de chaque canton. Que chaque maire rende sa commune verte à travers l'aménagement des espaces publics, et ceci répond à deux préoccupations majeures. La mise en œuvre de la stratégie nationale de conservation de la biodiversité et le plan de restauration des paysages forestiers, et surtout la satisfaction des besoins de mise en place des industries de transformation de bois au Togo afin de promouvoir des emplois verts. Une dynamique engagée à la base pour une meilleure protection environnementale. L'interpellation du ministre est venue à point nommé en fait, avec la mise en place des communes et la politique du chef de l'État qui veut faire de ce pays un pays vert pour favoriser le développement durable. Nous sommes vraiment partants et nous adhérons à cette politique du chef de l'État. Le gouvernement togolais entend introduire des réformes dans l'objectif de contribuer à l'amélioration du secteur en travaillant justement à atteindre 25% de couverture forestière à l'horizon 2025. Les collectivités locales ciblent bien choisies pour une bonne dissémination d'informations de sensibilisation. Elles sont bien choisies donc pour jouer un rôle prépondérant destiné à contribuer à l'effort collectif d'augmentation du taux de couverture végétale au Togo. Écho de la primature à présent, Madame le Premier ministre Victoire Tombega Dobé a visité dans le canton de Gamé, dans la préfecture de Zio, une ferme agro-pastorale dénommée Terre Bénie.
Une visite effectuée après, nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, l'inauguration de la nouvelle unité de transformation du manioc en amidon et sa rencontre avec les jeunes entrepreneurs patrons de PME-PMI à Kamina dans la commune d'Ogo 1. Dans cette ferme agro-pastorale, initiative d'une concitoyenne, Madame Akwavi Gatner, la chef du gouvernement a pu toucher du doigt les efforts qui se déploient sur le terrain pour soutenir l'économie nationale et offrir de l'emploi aux jeunes Togolais. Yves Agbevivi. Bâti sur une aire de 400 hectares dans le canton de Gamé, dans le Zio, la ferme agro-pastorale Terre Bénie reçoit la visite de Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogwe, spécialisée dans l'élevage de poules pondeuses à grande échelle avec la mise sur le marché des œufs de consommation, des poussins et poulets de chair. La ferme Terre Bénie a exposé au chef du gouvernement à travers la visite sa capacité de production et les difficultés auxquelles elle est confrontée. Par jour, la ferme produit environ 800 plateaux d'œufs. À Terre Bénie, nous pouvons produire mensuellement presque 120 000 poussins mensuellement en termes de production de poussins. Et également ici, nous avons des poules pondeuses. Nous avons actuellement sur le site 45 000 pondeuses. Et il vient de déclencher il y a à peu près un mois. On produit presque 800 plateaux par jour. Nous faisons également des poulets de chair, mais qu'on a stoppé il y a de cela 2 mois à cause d'un mévente qu'on trouve sur le terrain, parce qu'il y a vraiment une concurrence déloyale. On fait également du maraîchage, où on fait de la carotte, du chou, de la tomate, du piment vert. Avec ses 200 emplois directs et 300 indirects, cette initiative, œuvre de la Togolaise Akwavi Gatner, l'ambition est grande. L'État ne peut pas tout faire. Nous aussi qui sommes là et qui travaillons au Togo, qui gagnons l'argent au Togo, nous pouvons investir aussi au Togo pour que nos jeunes puissent trouver de quoi faire chez nous. On fait les poulets de chair, on fait les poussins. Si tu veux les poussins d'un jour, tu peux trouver chez nous à Terre Bénie. Si tu veux les œufs à couver, tu peux trouver chez nous à Terre Bénie. Si tu veux les poulets congelés, tu peux trouver chez nous à Terre Bénie. La vision, c'est que le Togo puisse aller de l'avant. Produire les poulets de chair pour les Togolais, que les Togolais consomment Togolais. C'est ça le programme PND. À Terre Bénie ici, on a un grand projet d'agriculture, d'aviculture. On va faire aussi les ports des poissons. Sur le site, la ferme agro-pastorale s'étend. Outre l'élevage, elle fait la production du maïs et du soja, utilisés essentiellement dans l'alimentation de la volaille. Sur le marché, la ferme est confrontée à la concurrence des produits importés. Madame le Premier ministre a félicité l'initiative pour accompagner les efforts du gouvernement et les a encouragés à poursuivre dans la même lancée tout en les rassurant du soutien gouvernemental. De l'art, de la créativité, des fresques, des dessins qui ne laissent personne indifférent. Outre la beauté, les fresques transmettent aussi des messages sur les peuples. Et nous allons aller à la découverte très prochainement du Togo en miniature, ses traditions et cultures. Et ce sera bien sûr dans nos prochaines éditions. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens et à très prochainement, bien sûr. Deux forages et une latrine.